L'invité du jour est le docteur Solange Ouedraogo Nedioma. Elle est chargée de suivi-évaluation au secrétariat permanent du Comité national de lutte contre le sida et les IST. Avec elle, aujourd'hui, nous parlerons de l'état des lieux du VIH-sida et les infections sexuellement transmissibles. Bonjour et bienvenue à vous dans ce DG Info. Bonjour Serge Kabouri et merci de m'accueillir. Alors déjà, pour commencer nos échanges, on va essayer un peu de comprendre la situation épidémiologique du VIH au Burkina Faso en ce moment. Merci bien. Merci pour l'opportunité qui m'est donnée d'évoquer la question du VIH au cours de cette semaine qui est très importante pour les acteurs de la réponse au VIH-Sida. Et c'est également l'opportunité pour moi de saluer toute l'équipe de Tri TV avec ma hiérarchie et toute l'équipe également du secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida qui est fortement mobilisé actuellement pour la commémoration de la journée mondiale de lutte contre le sida. Maintenant, je me permets de revenir à votre question. Et quelle est la situation épidémiologique du Burkina Faso? Il faut dire que cette question va nous permettre effectivement d'évoquer l'ampleur de l'infection à VIH-Sida actuellement dans notre pays. Et déjà, il faut savoir que la prévalence du VIH-Sida, qui nous donne en fait le nombre de personnes vivant avec la maladie par période, et sur 100 personnes par exemple, on se rend compte que cette prévalence, en tout cas, a diminué de façon très importante. Parce que déjà dans les années 1997, on était à une prévalence de 7,1. Mais pratiquement depuis 2020, cette prévalence est inférieure à 1%. Et actuellement, même en 2025, cette prévalence est à 0,5% en population générale. Donc ça veut dire que nous avons fait beaucoup d'efforts. Toujours pour évoquer la question de l'épidémiologie, ce n'est pas seulement le nombre de personnes qui va définir l'ampleur de la maladie, mais il y a aussi le nombre de nouvelles infections. Voilà, nous savons que le souhait est qu'il n'y ait pas de nouvelles infections. Et nous constatons que le nombre de nouvelles infections aussi est en train de diminuer par an. Par exemple, en 2015, on avait enregistré 3550 nouvelles infections, mais aujourd'hui, selon nos statistiques de 2025, nous sommes à 2445 nouvelles infections. Et également, un élément important aussi qui nous donne une idée de l'épidémiologie du VIH, ce sont les décès. Et nous souhaitons ne même pas déplorer des décès liés au VIH. Toutefois, nous en enregistrons. Mais nous avons une régression de ce nombre de décès et on peut dire qu'en 2025, en fin 2024, le nombre de décès enregistrés liés au VIH-Sida en 2024 était de 1931 décès. Donc, toujours des chiffres, on peut en parler parce que ça permet d'avoir une idée vraiment sur l'ampleur de la maladie. Nous savons que le VIH est une maladie chronique, ça veut dire que quand on est infecté, on ne guérit pas. Donc, il y a des gens qui vivent avec la maladie et ce nombre de personnes vivant avec le VIH aussi est un élément très important à suivre. Par exemple, en 2025, plus précisément en fin juin 2025, on dénommerait 86 070 personnes qui étaient suivies dans les formations sanitaires pour l'infection à VIH-Sida. Donc voici en gros ce que l'on pourrait dire par rapport au VIH-Sida. Merci. Est-ce qu'il y a un certain nombre de différenciations que l'on peut faire en fonction du taux de prévalence au niveau des différentes régions? On en a 17 aujourd'hui. Comment est-ce que ça se passe pour comprendre un peu plus en termes de régions? D'accord, merci bien. Effectivement, quand nous parlons de la prévalence de 0,5%, c'est vrai qu'il y a une répartition qui est là, et par région aussi qui est possible. Et nous avons réalisé une étude de surveillance en 2023
que nous appelons la sérosurveillance. Et c'est une étude qui permet régulièrement d'actualiser les données en lien avec le nombre de personnes vivant avec le VIH dans notre pays. Et cette étude nous avait montré que les prévalences les plus élevées étaient rencontrées dans les régions du centre et les régions du Guirico. Dans ces régions-là, la prévalence était au-delà même de 2%, alors que nous parlons de 0,5%. Nous avons également d'autres régions qui sont concernées avec des prévalences élevées au-delà de 1%. C'est les régions du Djoro et les régions du Nakambe. D'accord. Bon, il y a effectivement aussi des régions où la prévalence n'atteint pas les 0,5%. C'est le cas, par exemple, de la région des Bankui et la région du Koulsé et également la région d'Oubri. Donc, il faut dire qu'en 2023, malheureusement, la région du Sahel n'avait pas été concernée par l'étude, donc nous n'avons pas de données sur la région du Sahel pour des raisons d'accessibilité principalement. Voilà. Donc, si on devait parler de la région la plus touchée par le VIH, ce serait laquelle? La région du centre. La région du centre. Oui. D'accord. Alors, dites-nous à présent, comment est-ce que vous arrivez à expliquer ce taux de prévalence qui, ces dernières années, a connu un certain nombre de changements positifs par endroits, mais aussi, vous avez parlé du Sahel qui n'était pas touché, cette fois-ci qu'il l'est. Comment est-ce que vous expliquez cette évolution? Bon, nous savons que la densité de population au niveau des régions du centre et du Guirico, quand même, peut être un des facteurs, mais nous savons que l'infection à VIH-Sida est liée à un certain nombre de risques. Et nous savons que, en plus des voies de transmission classiques qui sont connues, et nous avons certains groupes qui sont beaucoup plus concernés en termes de prévalence. Et quand on regarde, on se rend compte que ces pratiques à risque sont beaucoup plus fréquentes aussi dans les régions urbaines que dans les régions semi-urbaines, voire rurales. Donc, probablement qu'il y a ces facteurs qui pourront s'associer. Mais pour ces genres de questions aussi, il nous faut aller à des études plus fines qui vont décrire les comportements dans ces zones-là pour mieux expliquer. Quand on regarde la situation liée, par exemple, au VIH-Sida, est-ce qu'on a exactement la même situation pour ce qui concerne les infections sexuellement transmissibles au Burkina aujourd'hui? Est-ce qu'à peu près on retrouve le même taux de prévalence dans les mêmes zones et tout? Pas tout à fait, mais merci, c'est vraiment une question très importante. Vous voyez que chaque fois quand on parle du VIH-Sida, on ajoute les infections sexuellement transmissibles parce qu'il y a beaucoup d'infections sexuellement transmissibles qui se transmettent de la même manière que le VIH-Sida. Et il y a certaines infections sexuellement transmissibles aussi qui favorisent la transmission du VIH. Je vais parler par exemple des ulcérations génitales. Ce que nous appelons classiquement des plaies au niveau des organes génitaux. Donc, vous savez qu'il faut une porte d'entrée pour le virus et ceux qui ont des ulcérations génitales, généralement, ce sont des personnes qui sont à un risque plus élevé de contracter le VIH-Sida. Et c'est pourquoi il faut surveiller de façon importante les infections sexuellement transmissibles. De façon générale, dans notre pays, nous faisons ce qu'on appelle le suivi syndromique des infections sexuellement transmissibles. C'est quoi? À partir des signes liés aux infections sexuellement transmissibles, on essaie de collecter des données au niveau de toutes les formations sanitaires et de voir comment ces infections-là évoluent. Et dans ce sens, je pourrais dire que pour les données du premier semestre 2025, ça veut dire de janvier à juin 2025, nous avons enregistré pratiquement 300 000 infections sexuellement transmissibles qui ont été enregistrées dans nos formations sanitaires. Naturellement, si nous voulons décomposer ces infections sexuellement transmissibles, on se rend compte que ce sont les douleurs pelviennes qui viennent en première position, environ 109 000 personnes qui ont consulté pour ça, et les écoulements urétrales qui sont autour de 70 000. Les ulcérations génitales qui peuvent faire le lit du VIH sont au nombre de 34 000.
Donc voici un peu des infections sexuellement transmissibles qu'il faut suivre, mais en tout cas c'est important d'en parler et de les suivre. Merci. Il y a un gros travail à abattre toujours dans le sens de la lutte contre le VIH-Sida et aussi les IST. Vous avez donné un chiffre qui fait tout de même froid dans le dos, près de 300 000 rien que dans le premier semestre de 2025 par rapport aux IST. Aujourd'hui, quelles sont les stratégies mises en œuvre dans la lutte plutôt afin de lutter efficacement? Vous avez certainement un objectif 2030 par exemple. Très bien, merci bien. Et c'est effectivement important de rappeler que la lutte contre le VIH-Sida est une lutte multisectorielle. Et c'est une lutte qui est portée au plus haut niveau par le président du FASO et le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida coordonne vraiment la réponse au VIH-Sida. Et pour ces activités, on s'appuie sur un référentiel que nous appelons le cadre stratégique national de lutte contre le sida, qui est élaboré avec l'ensemble des acteurs intervenant dans la lutte contre le VIH, de même que les personnes vivant avec le VIH. Et ce référentiel déjà nous donne des orientations à suivre et nous permet aussi de voir où nous avons quitté, vers où nous allons. Et si on s'appuie sur ce référentiel qui couvre actuellement la période 2021 à 2025, je pourrais dire que les actions qui sont mises en avant, c'est d'abord de travailler à réduire le nombre de nouvelles infections. Donc, le nombre de nouvelles infections à travers naturellement la prévention. Deuxième axe stratégique que nous suivons et que nous travaillons vraiment à atteindre, c'est la réduction de la mortalité chez les personnes vivant avec le VIH. Bien sûr, en les mettant sous traitement, en faisant en sorte que le traitement soit bien suivi et en faisant en sorte que l'efficacité du traitement aussi soit prouvée. Et la troisième chose aussi, qui est la troisième stratégie qui est importante, c'est la réduction des inégalités et de la stigmatisation. Il y en a? Il y en a naturellement. Okay. Naturellement, et il y a pas mal de retours par rapport à des inégalités liées au VIH, à la stigmatisation, et je pense que nous travaillons vraiment à réduire ces inégalités, que la personne vivant avec le VIH ait accès aux soins, que la personne ait accès à une qualité de vie comme toute autre personne, accès à l'emploi comme toute autre personne, et c'est vraiment important. Et enfin, c'est le renforcement de la gouvernance qui est importante pour la mobilisation des ressources. Alors, j'ai envie de revenir sur un volet d'une de vos stratégies, c'est le suivi des personnes dépistées positives. Comment se fait ce suivi? Et l'autre question, peut-on réellement guérir du sida aujourd'hui? Très bien, c'est vraiment des questions qui reviennent régulièrement et il est important effectivement. Parce qu'on se dit que la science a évolué, beaucoup de choses ont avancé aujourd'hui. Est-ce que finalement on pourrait dire à nos auditeurs et téléspectateurs qu'il est possible de guérir du VIH-Sida? D'accord, très bien. Et comme en même temps cette question permet de dire comment s'est fait le suivi de la personne qui est dépistée positive, c'est l'occasion pour moi de faire un rappel. Et effectivement, qu'une personne est dépistée positive, qu'est-ce qui est fait? Et d'abord, cette personne est orientée vers un site de prise en charge du VIH. Et ça peut être un site à son choix, c'est-à-dire on n'impose pas. Nous en avons dans nos 17 régions. Oui, nous en avons dans nos 17 régions. Nous en avons en privé, nous en avons dans les formations sanitaires confessionnelles. C'est la personne qui choisit. Moi, je préfère être suivie ici pour telle raison. Et la personne va être orientée vers cette structure-là. Et quand cette personne est reçue, la personne est enregistrée suivant un code. Et l'avantage aussi des codes, c'est qu'il y a des aspects de protection de l'identité de la personne. Et ensuite, il y a un bilan initial qui est fait pour effectivement confirmer l'infection à VIH-Sida et également pour s'assurer que le traitement qui est proposé, il n'y a pas d'objection. Et le traitement est remis gratuitement à la personne. Le plus souvent, ce sont des comprimés
Et la molécule la plus recommandée actuellement, ça se prend un comprimé tous les jours. Donc, cela est donné gratuitement, quel que soit le type de formation sanitaire. Et le traitement antirétroviral est gratuit au Burkina Faso. En même temps que ce traitement est donné à la personne, naturellement, on lui donne des conseils, des informations. D'accord. Et c'est dans ces conseils qu'on va vraiment préciser à la personne que jusqu'à présent, le traitement ARV qui est disponible au Burkina, c'est un traitement à vie. Ça veut dire qu'on ne guérit pas définitivement du VIH. Le traitement a pour objectif de bloquer la multiplication du virus dans l'organisme pour permettre à la personne d'avoir une qualité de vie comme toute autre personne. Il est important de ne pas sauter les prises des médicaments. Il est important de ne pas arrêter le traitement pendant une période donnée. Et il est important de suivre le bilan biologique qui est demandé régulièrement. D'abord à une fréquence peut-être de 3 mois, 6 mois, puis annuelle. Donc ce sont des conseils importants et en fonction du problème que la personne a aussi, on va faire un travail d'accompagnement parce qu'aujourd'hui, il est important de voir aussi à travers cette personne s'il y a la possibilité de dépister ses proches qui sont des personnes cibles pour nous. Merci. Alors, je pose une question que beaucoup se poseraient certainement. On constate aujourd'hui, je pourrais aussi me tromper peut-être, on constate aujourd'hui qu'il y a très peu de grandes campagnes par rapport justement à cette question de VIH-Sida, de sorte qu'au niveau de la jeunesse, beaucoup ont plus peur de la grossesse même que du VIH-Sida. Aujourd'hui, comment est-ce que vous arrivez à faire la prévention étant donné l'absence de grandes campagnes par rapport à ce mal-là? D'accord, merci bien. Et effectivement, il faut rappeler, comme je l'ai dit, que la prévalence du VIH-Sida en population générale est de 0,5%. Ce qui veut dire que nous avons une prévalence en population générale qui ne vaut même pas 1%. Et selon les experts, en fait, une telle prévalence en population générale, il n'est pas recommandé de faire des campagnes de masse. D'accord. Pour des raisons d'efficience. Parce que si vous devez dépister 200 personnes en population générale pour avoir une seule personne positive, vous voyez ce que ça fait en termes de ressources mobilisées, en termes de temps. Donc, on passe par d'autres stratégies que nous appelons le ciblage, en allant vers des groupes où on sait que la prévalence est plus élevée, en allant vers des personnes qui sont en contact avec des personnes qui viennent d'être dépistées. Nous parlons des cas index. Donc, cela nous permet en ce moment de toucher très facilement, très rapidement, avec peu de ressources, les personnes qui ne connaissent pas encore leur statut sérologique. Merci. On sait que le 1er décembre de chaque année marque aussi... Je n'ai pas pu évoquer la question des jeunes qui ne croient... Allons-y à ce niveau, parce que la réalité est que beaucoup de jeunes ont plus peur de la grossesse que du VIH-Sida. Merci bien. Parce qu'effectivement, il est vrai qu'aujourd'hui, les progrès dans la lutte contre le VIH-Sida au Burkina fait que et avec cette prévalence et même le succès thérapeutique, on ne voit plus les malades gravataires qu'on voyait avant, comme je le disais, en 2000. Donc ça fait que quand on prend l'âge des jeunes et adolescents, effectivement, beaucoup ne croient pas que le VIH est aussi grave que ça. Mais c'est pourquoi il est important que quand nous avons l'opportunité de communiquer sur le VIH, vraiment, on le fait. Et à propos, le monde communautaire nous accompagne très fortement pour la sensibilisation avec les jeunes, où on utilise aussi des jeunes ados qui vivent avec la maladie ou qui sont prêts vraiment à passer des messages de sensibilisation. Et c'est sûr que là-dessus, on arrive vraiment à toucher les jeunes quand on a l'opportunité. Et nous n'hésitons pas vraiment à communiquer et sensibiliser. Alors, on sait que le 1er décembre de chaque année, on célèbre généralement la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Aujourd'hui, au niveau du Burkina Faso, qu'est-ce qui a été fait dans le sens justement de cette célébration le 1er décembre et aussi quelles sont les autres activités prévues? Quelle est la thématique retenue pour cette année 2025? D'accord, merci bien. Effectivement,
chaque année pratiquement depuis 1988 qu'il a été choisi que le 1er décembre soit retenu comme journée mondiale de lutte contre le sida. Et notre pays a adhéré à cette décision mondiale. Et il faut dire que cette année encore, nous sommes mobilisés pour cette commémoration. Et pour cette année, je rappelle que le Conseil national de lutte contre le sida est présidé par son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, et également qui est le patron en fait de cette commémoration. Et la cérémonie phare de commémoration aura lieu le 5 décembre, le vendredi 5 décembre, dans les locaux du secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida, et sous la présidence du premier vice-président du Conseil national de lutte contre le sida, qui est le ministre de la Santé. Et à propos, le thème retenu, c'est le thème mondial qui a été proposé. Et ce thème, c'est quoi? C'est d'abord d'inverser. D'accord. Excusez-moi. Par rapport à la thématique pour 2025, on a une thématique chaque année. On a une thématique nationale qui est là et qui diffère de la thématique retenue au plan mondial, ou est-ce que... Non, nous avons la même thématique mondiale qui est là, et parce que nous trouvons que selon nos analyses, cette thématique répond à notre réalité. Et ce thème, c'est de surmonter les perturbations et de transformer la riposte. Et ce qui est fait, en plus de la journée de commémoration, et nous avons également des activités d'information et de sensibilisation de proximité à travers les médias, les journaux, raison pour laquelle également nous sommes sur votre plateau. Et nous avons une conférence d'information sous forme de conférence de presse qui est prévue ce matin à 10h dans la salle de conférence du secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida, mais également au niveau de toutes les régions et les différentes antennes régionales, parce que le secrétariat permanent dispose d'antennes régionales au niveau de toutes les régions, des activités commémoratives en collaboration avec le comité régional de lutte contre le sida est organisée bien sûr en fonction des réalités locales. Et au cours de cette journée, c'est vraiment une introspection sur le thème de la journée qui a été donnée. Alors, la célébration, c'est donc pour le vendredi 5 décembre prochain à différer. Est-ce que vous avez un appel particulier à lancer à l'endroit de nos auditeurs et téléspectateurs par rapport à justement la célébration de cette journée? Très bien, merci. Et effectivement, nous invitons l'ensemble des auditeurs, tous les utilisateurs de Tri TV à s'associer à nous pour la commémoration de cette journée qui porte sur le thème surmonter les perturbations et transformer la riposte. Nous savons effectivement que la crise financière, le contexte sécuritaire menace vraiment la réduction des efforts qui ont été consentis dans la lutte contre le VIH-Sida. Et en vue de garantir aussi la gratuité vraiment du traitement ARV, comme j'ai eu à le dire, également la pérennité de la réponse au VIH, il faut aller vers cette transformation de la riposte, comme on l'a dit, à travers des mesures d'adaptation qui doivent être prises. Et aujourd'hui, les réflexions sont dans la direction de la mobilisation des ressources endogènes. Et je pense qu'à propos, tout le monde peut contribuer et la contribution de tout le monde est demandée. D'accord. Allez, merci à vous, Dr Solange Ouedraogo Nedioma. Je rappelle que vous êtes la chargée de suivi et évaluation au secrétariat permanent du Comité national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles. Merci à vous d'avoir consacré ce temps d'antenne avec nous et on se donne rendez-vous vendredi pour la grande commémoration. Merci bien, Serge Kaboré. C'est l'opportunité pour moi aussi de remercier très sincèrement toute l'équipe de Tri TV, saluer tous les utilisateurs des canaux de communication Tri TV et avec ma hiérarchie,
c'est de rappeler le thème de la Journée mondiale de lutte contre le sida pour 2025, à savoir surmonter les perturbations et transformer la riposte. Vraiment, nous demandons la contribution de tout un chacun pour l'effectivité de la transformation de la riposte contre le VIH-Sida. Merci. Je vous en prie. Merci également à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders à Twi TV et Watt FM, ainsi à sur FM, donc ce numéro du DEJ Matinal Info que je prends toujours plaisir à vous présenter. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant, demain pour un autre numéro. Non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir.